Il y a des personnes qui restent dans l'ombre pour laisser les personnes de la lumière briller. Et c'est exactement ce que fait Gwen Lagru. Gwen Lagru, c'est le directeur du programme junior de Mercedes. Et si aujourd'hui on a un championnat aussi palpitant, c'est en partie grâce à lui, puisque c'est lui qui a recruté Kimi Antonelli et George Russell. Donc on s'est assis pendant 1 heure et demie suite à notre rencontre au Grand Prix historique. L'interview a été tournée le 18 mai, donc avant Montréal. Donc voilà, j'espère que vous allez adorer cette discussion qui a été filmée finalement. Pour moi, je le vois un petit peu comme une discussion filmée entre deux personnes et je suis ravie de pouvoir vous la partager et que vous puissiez l'écouter et comprendre un peu plus et apprendre un peu plus sur également en fait l'aspect de ce sport qui est la formation de jeunes pilotes. J'ai été extrêmement honorée et privilégiée de me rendre en Suisse pour lui rendre visite. Donc voilà, j'espère que l'interview va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter et en fait à me dire ce que vous avez pensé de cette interview. Moi, je l'adore et j'ai hâte de pouvoir en faire d'autres pour entendre d'autres histoires tout aussi passionnantes les unes que les autres. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Bienvenue à tous sur cet épisode. Je suis avec Gwen Lagru. Si vous avez suivi mon week-end au Grand Prix historique, vous saviez que l'interview arrivait, puisque j'avais vraiment dit dans la caméra qu'on en ferait une plus longue. Donc, du coup, bonjour et merci de me recevoir. Bonjour Anne-Fleur, merci à vous. On va commencer déjà par parler un peu du Grand Prix historique, puisque c'est là où la rencontre s'est faite et que ça reste un événement qui est tellement beau que le monde a été vraiment au rendez-vous cette fois-ci. Et ça me permet du coup de directement faire un petit peu la carte de la personne. À quel âge est-ce que tu as commencé à regarder la Formule 1 ? Comment tu es rentré dans ce monde ? Eh bien, j'ai la chance d'avoir un papa qui était très passionné, qui était amateur, pratiquant. Il a fait la Coupe R12 Gordini, il a fait un peu de rallye, etc. Et à l'époque, la Formule 1, c'était un rendez-vous familial tous les dimanches. On n'avait pas beaucoup de chaînes de télévision à l'époque. Il y avait 3 ou 4 chaînes seulement de télé. Et donc, les Grands Prix de F1 comme d'ailleurs le Tour de France, Roland-Garros, c'était des événements qu'on regardait en famille. Et puis nous on était très passionnés sport auto. Il m'a emmené très jeune, mon premier Grand Prix c'était Dijon 1979, un Grand Prix qui est connu pour le fameux duel entre Jabouille et entre Arnoux et Villeneuve. entre Arnoux et Gilles Villeneuve. C'est Jabouille qui a gagné le Grand Prix, c'est pour ça que je... Et donc, voilà, j'ai des souvenirs, des micro-souvenirs d'enfance de ces années-là. Et puis après, les années passant, on a été régulièrement au Grand Prix de Spa-Francorchamps. Et puis, voilà, la passion s'est développée. Parce que Spa, c'était le circuit le plus proche ? Pas du tout, c'est juste Spa. un Grand Prix et un circuit qu'on adorait et qui était souvent un Grand Prix assez spectaculaire. Il y avait beaucoup d'animations et puis on pouvait y aller en voiture quand même. Donc voilà, c'est un Grand Prix qu'on aimait bien avec mon papa qui repose d'ailleurs au pied du Raidillon. Donc donc c'est un endroit qui donc est tous les ans un petit coucou, exactement, un petit pèlerinage chaque année. Et voilà, et donc cette passion a grandi et puis elle s'est transformée un peu par chance, par timing, par détermination aussi, et puis par travail en le métier qui est le mien aujourd'hui. Et est-ce qu'il y avait un coureur en particulier qui t'a fait un peu rester dans le sport parce qu'il y a souvent le truc de j'ai mon coureur préféré. Moi, j'avais dit à Julien Febvre qu'on rentre par quelqu'un et on reste par un pilote ou par... moi, ça a été Max Verstappen, mais aussi Julien Febvre fait en sorte qu'on s'accroche à la discipline. Est-ce que toi, il y avait cette personne-là ? Alors, j'avais pas un en particulier, mais plutôt une génération de pilotes que je trouvais incroyables. Donc moi, je suis né en 75. Et donc j'ai connu les années Rosberg, Piquet, Prost, Senna, Mansell. Voilà, c'était toute cette génération, Niki Lauda, même si c'était plutôt la fin de sa carrière. Voilà, j'ai eu la chance de développer ma passion avec une génération de pilotes qui étaient pour moi un peu des héros. Des héros des temps. C'est des héros. Quand on voit comment ils pilotaient à l'époque, ça reste des héros. Et donc, j'en avais pas un en particulier, mais tous avaient leur particularité. Et je trouvais, à
à l'époque que Prost était effectivement plus calculateur, mesuré et dans le contrôle, que Senna qui était plus flamboyant et que Mansell qui était explosif. Et voilà, et donc chacun avait un peu son... Et puis c'était des caractères, quoi. Oui. C'est des gars qui arrivaient en F1 plus âgés, avec un parcours de vie différent, avec une relation au risque et à la mort aussi qui était différent. Donc je pense que ça crée un contexte et une ambiance différente de la F1 actuelle. Et justement, tu as grandi avec Prost, et donc il y a une semaine, parce qu'on tourne le 18, donc il y a vraiment 10 jours, tu as revécu un peu des émotions sur le Grand Prix historique, avec des voitures que tu as vues rouler en étant enfant, ou même avec des pilotes. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi, cet événement-là, puisque l'année dernière, tu n'y étais pas, n'étais pas présent. Et donc, cette année, on a eu aussi la chance d'avoir beaucoup de personnes du monde actuel qui font un peu la passerelle, du coup, avec l'histoire et le présent. Qu'est-ce que ça t'a fait de vivre ça maintenant de ton prisme d'adulte? J'ai eu la chance de rencontrer, au travers de mon parcours et de mes années en Formule 1, de rencontrer un certain nombre de mes héros d'enfance. Donc, Jean Alesi, qui est devenu un ami depuis, en fait partie. J'ai eu la chance de côtoyer Alain pas mal, et notamment quand on avait négocié pour Esteban Ocon à l'époque chez Renault. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec Niki Lauda. Et donc forcément, je les ai côtoyés dans un contexte professionnel. Mais là, le week-end dernier, c'était une réunion vraiment de passionnés, un événement où je trouve que Jean Alesi a fait un travail remarquable pour faire venir tous ces passionnés et tous ces gens de la Formule 1. Il y avait Fred Vasseur, il y avait Laurent Mekies, il y avait les 3 pilotes français actuels qui ont joué le jeu, qui sont venus. Voilà, donc je trouve que c'est quand même un beau témoignage et un beau passage de relais finalement entre la génération d'Alain, de Jean, etc. et la génération actuelle. Et c'est chouette qu'on garde la connexion entre le passé et le présent. Il ne faut jamais oublier d'où on vient et il ne faut pas oublier ce qu'est l'ADN de la Formule 1. Et heureusement que Jean, en France, a créé cet événement pour pas qu'on oublie tout ça. Je ferai écho à ça un peu plus tard dans l'épisode. Est-ce que quand tu regardais la Formule 1 ou quoi, il y a eu un déclenchement chez toi où tu t'es dit « Ok, j'aime ce sport, je veux en être », ou juste il y a eu un déclenchement, ça ne pourra pas se faire sans moi? Alors, j'aurais pu en rêver, j'en ai probablement même rêvé quand j'étais enfant ou adolescent, mais je suis pas ingénieur, j'ai pas un parcours technique, et donc du coup, très sincèrement, j'aurais pas mis 1 euro ou 1 franc à l'époque sur le fait d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui en Formule 1. Et la passion, certes, est l'origine de cette carrière, mais derrière, on se rend vite compte quand on bascule côté professionnel que, évidemment, la passion, elle est toujours présente et elle est là. Et le week-end dernier au Grand Prix historique, d'ailleurs, nous le rappelle. Mais on rentre vite dans un mode quand même professionnel, on travaille dans un environnement qui est très intense, avec de l'obligation de résultat, de performance. Et donc, du coup, même si on est animé par la passion, le prisme professionnel de la fonction et de notre action en Formule 1 prend quand même le dessus. Et du coup, quand est-ce que la passion revient pour toi? Est-ce que quand tu découvres des jeunes qui sont tellement vifs de passion, tu te dis, ben oui, en fait, c'est un petit peu l'essence, ça me rappelle aussi pourquoi. Comment on la cultive? C'est comme une relation d'amour, hein. La relation professionnelle, ça se cultive. Ça m'arrive même de détester la Formule 1 parfois et de détester ce sport parfois, mais évidemment, encore une fois, le week-end dernier ramène des souvenirs d'enfance qui étaient un peu enfouis, pardon. Donc ça, c'est chouette. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir encore aller très souvent sur des pistes de karts, sur des compétitions où je vois des juniors. Et c'est hyper rafraîchissant parce que c'est de la compétition à l'état pur, c'est souvent en monoplace, en F4, FRECA, F3, F2, ça reste du monotype, donc
on est plus dans le sport à l'état pur. Et donc, j'ai la chance de vivre de ma passion et de la côtoyer finalement chaque semaine. Donc, ça reste pour moi un quotidien. Voilà, ça fait 20 ans que je travaille tous les jours dans le sport qui était la passion de mon enfance. Donc, voilà, c'est Et formidable. est-ce que du coup, t'as pas fait des études, il me semble que tu as fait des études de droit. Ouais, Si un je peu me... sur le tard. Et du coup, t'avais commencé une vie pour devenir quoi? C'est une bonne question. Probablement pour devenir celui que je suis devenu aujourd'hui. Mhm. Je pense que chaque parcours se fait et se construit un peu à sa manière. Et je pense que toutes les expériences finalement vous construisent et vous permettent de devenir celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Donc je pense pas qu'il y ait un parcours vraiment établi. Parcours type. Alors probablement si on veut devenir ingénieur Oui, en Formule 1, il y a quand même un parcours qui est plus restreint, mais si vous regardez aujourd'hui les dirigeants ou les managers ou les gens qui composent des équipes de F1, euh, y compris dans l'ombre, euh, il n'y a pas de parcours en fait ouais. pré-programmé. Lui, il va faire de la Formule 1, etc. Je pense que si vous posez la question à Toto Wolff, jamais il aurait imaginé être patron de Mercedes F1 il y a quelques années. Je Mm. pense pas que Fred Vasseur imaginait un jour Travailler être peut-être des patron de Ferrari. Ferrari Mm. ou Laurent, patron de Mekies, patron de Red Bull. Donc, et moi encore moins responsable du programme pilote de Mercedes depuis 10 ans. Donc, ou Julien Febvre qui allait commenter. Mm. Voilà, et on a chacun construit, je pense, nos parcours avec nos expériences, etc. Donc, moi, je suis issu à la base, ma formation de base, elle est dans la grande distribution. D'accord. Donc, rien à voir avec le sport automobile. Malgré tout, j'y ai appris des choses. J'ai fait un petit parcours militaire, puisqu'à l'époque, Le le service est service obligatoire. était obligatoire. Et moi, j'ai décidé de faire un service long. Donc, j'ai D'accord. fait 2 ans chez les parachutistes Ah, à Mont-de-Marsan. Et ça m'a apporté énormément, même encore aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours. Ça m'aide dans les moments difficiles à pas baisser les bras. ouais. Ça m'a aidé à comprendre que la cohésion, c'était super important. On pense que c'est un sport individuel, mais Mm. c'est un vrai sport d'équipe. Et en fait, tout seul, on n'est rien. Et du coup, comme à l'armée ou comme dans des unités, euh, si vous la jouez solo, ben, il se Ça passera pas fonctionne. grand-chose. Donc voilà. Et, euh, et voilà. Et ce parcours m'a ramené à ma passion d'origine. Et voilà. Et ça a été la base de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et alors, on va parler un petit peu du coup de ton rôle. Pour ceux qui savent pas, en quoi consiste du coup le fait d'être directeur du programme junior? Globalement, après on parlera des écuries dans lesquelles tu as évolué, mais juste voilà, le rôle d'un directeur programme junior. Eh bien, il est je dirais en plusieurs piliers. Le premier pilier, ça va être la détection. Mhm. Donc, il faut aller détecter des jeunes talents. Et moi, j'ai fait le choix assez tôt de l'orienter sur la base du sport automobile. Et pour moi, c'est le karting. Donc, c'est là où j'ai commencé à créer les histoires, notamment avec Esteban Ocon, avec Alex Albon, avec George Russell. J'ai été témoin d'une génération exceptionnelle, celle de Max Verstappen, de Oui. Charles Leclerc, etc. Et en fait, qui construit le présent, mais aussi qui commence déjà en fait à être l'ancienne génération Exactement. pour les nouveaux arrivants Exactement. qui sont là. Exactement. Et puis, c'est grâce à ces expériences que j'ai redéveloppé une bonne expertise, je Mhm. pense, du karting et que j'ai pu détecter après un Kimi Antonelli, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est le pilier détection est important. Et moi, j'aime bien construire des projets. Donc, en fait, la formation, donc l'accompagnement, la formation, en gros, du kart jusqu'au plus haut niveau, et la préparation et l'éclosion de ces talents-là. C'est savoir les accompagner et gérer les bons et les Mhm. moments moins bons. Et puis, c'est surtout faire et orienter la stratégie de l'équipe sur ses choix pilotes. D'accord. Ça a été un petit peu, chez Mercedes, changer la culture.
Oui. parce que la culture historique, c'était plutôt de s'appuyer sur des pilotes qui étaient ou champions du monde ou très établis en Formule 1. Si on regarde l'historique, Schumacher, Rosberg, Rosberg, Hamilton, Hamilton, Bottas. Donc on était sur des... Puis après George, mais qui avait déjà 3 ans de Formule 1. Donc on était plutôt sur des critères de titularisation dans l'équipe qui étaient basés sur des champions du monde ou des pilotes très établis. Et le programme junior, alors j'ai la chance d'en être le représentant, mais on travaille en équipe. Je partage ça avec des hommes et des femmes au quotidien. Combien de personnes? Aujourd'hui, on doit être 6, 7, je dirais, en accompagnement pur des pilotes. Puis après, il y a toute l'équipe Mercedes, que ce soit le légal, la com, finance, le marketing, qui intervient à un moment ou à un autre dans ce parcours-là. Donc, on interagit quand même avec pas mal de monde au quotidien. Et donc, on développe ces projets ensemble. Le but est de faire finalement ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le line-up, il est 100% issu du programme junior qu'on a construit avec Georges et Kimi. Je dirais même avec Fred Vesti, notre troisième pilote, qui est aussi issu du programme junior. On a également, il ne faut pas l'oublier, Esteban Ocon, qui est sous contrat toujours de gestion Mercedes et qu'on a placé en F1 en 2016. Oui. Et dont on gère toujours la carrière. Donc voilà, on aime bien construire nos projets dans la durée et les accompagner jusqu'au plus haut niveau. Et est-ce que c'est une première en F1 que la paire de pilotes soit issue d'un programme junior? Je pense que je sais pas. Je pense que Red Bull a dû le faire à l'époque avec probablement, je dirais, Vettel, Ricardo. Si ma mémoire me fait pas défaut. Mais ça reste minime, ça se compte sur le doigt d'une main. Rarissime. Et alors, du coup, en karting, quels sont les critères qui, toi, va t'interpeller chez un pilote où tu vas te dire, OK, celui-là, il est intéressant, je vais peut-être aller rencontrer la famille, je vais peut-être un peu aller voir ce qu'il fait, j'irai revoir un peu plus tard. Ça prend déjà, quels sont les critères et ça prend combien de temps vraiment pour toi à déceler quelqu'un en disant OK, on mise sur lui? Alors, le critère de base, évidemment, il est toujours assez clair, c'est le talent, la performance, les résultats. Je dirais que ça va être le détonateur ou le déclencheur initial. On va voir un jeune qui commence à montrer un peu son nez régulièrement sur quelques compétitions un peu ciblées. Et là, on se dit, tiens, lui, il faudrait qu'on aille le voir quand même. Donc, on regarde tout ce qui se passe en piste, qui est assez évident finalement pour globalement n'importe qui. Et puis après, ça va être plutôt un peu un feeling, une intuition, ça va être des échanges, ça va être l'observation pendant plusieurs mois sur sa capacité à gérer des week-ends sur différentes phases de la saison, des rendez-vous importants, etc., etc. Et puis voilà, il y a ce début de développement un peu de la relation personnelle, d'échange, et après ça reste très personnel. Et c'est une décision qui est basée sur l'expérience qu'on a acquise aujourd'hui, mais on travaille avec des humains, donc on a une part d'erreur qui reste quand même importante, et faire un bon ou un mauvais call finalement sur un pilote, il n'est pas si évident. On peut avoir la chance de pouvoir le faire et détecter un jeune talent qui va se développer ou pas. Et ça arrive que parfois, malheureusement, l'histoire soit moins belle que les succès des pilotes dont on a parlé précédemment. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de personnes, de pilotes que tu accompagnes / accompagné au passé? En dehors des 3 titulaires en F1 que sont Georges, Kimi, Esteban et puis Fred Vesti. Et Albon? Ah oui, non, Albon n'est plus... Non, Alex, en fait, je l'ai eu à l'époque où j'étais chez Lotus F1 Team. Je l'ai accompagné après à titre perso, même quand j'étais déjà chez Mercedes. Okay. Il était pilote de simulateur chez Mercedes. On avait intégré quand même dans notre groupe, on va dire, pilote.
Et quand il a eu l'opportunité D'aller chez chez Red Red Bull, Bull. on a libéré D'accord, oui. de ses obligations Donc contractuelles avec les trois Mercedes. qui sont encore Mais sous ta direction. on a développé Oui. une relation évidemment très proche avec Alex. Mais effectivement, on a contribué grandement à son accession à la Formule 1. Et après, c'est tous les juniors que l'on a dans le programme. Donc aujourd'hui, on a Rachid Al-Daeri en FREC, on a Andy Konzani, Kenzo Craigie, Luna Fluxa et Ethan Jeffall en F4, donc répartis entre la F4 Italie, espagnole et britannique. Ok. Ensuite, j'ai James Aniostadis, un Australien en karting, qui est en dernière année en senior. J'ai Mani Nuvolini, un jeune Français en junior. J'ai Nicolo Perico, un jeune Italien, prometteur également en karting. Et j'ai Devin Titz, un jeune Allemand qui est en mini, en karting aussi. Voilà. Et donc, Avec du beau monde. Voilà, on gère le quotidien et les saisons sportives de ce groupe de jeunes. Et du coup, à cette Et j'ai oublié, Peyton Westcott en F1 Academy qui vient prendre la suite de Dorian Pain, pour lequel on a encore géré cette année les contrats. Elle a le poste de pilote de développement chez nous. Elle accompagne un petit peu Peyton sur la F1 Academy et on a pu organiser pour elle également son volant en ELMS, en LMP2, avec du Ken, RSGP. On a créé le lien avec Peugeot, je dirais Stellantis, à la fois pour la partie hypercar et pour la partie Formula I. L'idée, c'était de lui donner un maximum d'opportunités pour qu'elle puisse devenir pilote professionnelle et construire sa carrière et montrer que aujourd'hui, le développement des femmes dans le sport automobile est une réalité et qu'il faut encourager en fait. Et est-ce que ça a été une de tes volontés à toi personnellement aussi de mettre en avant une femme qui plus est, nous on a la chance qu'elle soit française, donc ça fait un rayonnement en plus pour la France, mais c'est vrai que Suzy Wolff a fait quelque chose d'extraordinaire avec la F1 Academy. Absolument. Mais il y a encore certaines personnes qui peuvent être un peu sceptiques à l'arrivée d'une femme en Formule 1. Personnellement, je pense qu'on est plus proche de ce que ça arrive qu'il y a encore des années. Mais est-ce que c'est une volonté que toi, tu as dit en disant on mise sur des jeunes femmes, c'est important? Ouais, on l'a fait. Faut savoir que nous, on l'a fait en amont en fait de la création de la F1 Academy avec Suzy. Donc nous, on avait déjà Luna Fluxa qui était en karting dans le rang de nos jeunes pilotes. Évidemment, c'est aujourd'hui quelque chose que j'encourage et que je soutiens à 2000%. Je considère que on doit ouvrir en fait l'accès, alors pas que aux femmes, mais on doit réussir à encourager et à promouvoir l'accession au sport automobile au plus grand nombre. Et ça inclut évidemment les jeunes femmes. Et plus on aura de jeunes femmes qui vont commencer en karting, et plus on aura de chances d'avoir un niveau sportif important et peut-être le talent qu'on arrivera à amener en Formule 1. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de femmes en F1, c'est pas parce qu'elles sont pas capables, c'est pas parce qu'elles n'ont pas les compétences physiques ou autres, c'est simplement parce qu'on n'en a pas une qui est suffisamment talentueuse aujourd'hui. Et c'est la seule raison. On a des garçons qui gagnent en F3, en F2, qui ne deviennent pas pilotes de Formule 1. Donc aujourd'hui, une femme qui va pas être capable de gagner en F3, en F2, elle pourra pas aller en Formule 1. C'est aussi simple que ça. Néanmoins, on doit encourager, on doit soutenir et on doit rendre possible au maximum l'attractivité et l'accès au sport automobile pour les jeunes femmes. Et est-ce qu'il y a un traitement différent de protection, entre guillemets, avec les jeunes femmes qui peuvent être du coup beaucoup plus ciblées par la critique ou même par des sortes, pas d'harcèlement, mais d'attaques ou de gym? Oui, évidemment, mais les choses sont en train de changer. Et puis récemment, je me suis un peu fâché parce que tout le monde a son avis, évidemment, mais comme pour tout, et on nous accuse d'utiliser Dorian Pain comme un panneau publicitaire. Et j'étais très en colère après ça parce que je pense que l'approche qu'on a eue chez Mercedes, elle a été identique dans l'accompagnement et dans le développement de Dorian à n'importe quel autre pilote que l'on a, qu'on a pu développer ses compétences et ses capacités, qu'elle a gagné
la F1 Academy. Elle a mérité son test en Formule 1. On l'a fait parce qu'elle a été prête pour ça, elle a été préparée pour ça. Et voilà, et qu'on le fait avec la vraie bonne intention de pouvoir l'amener le plus loin possible et encourager la génération d'après. Donc aujourd'hui, enfin, côté Mercedes F1 et de mon côté personnel, l'engagement et le soutien au développement des jeunes pilotes en général, y compris des jeunes femmes, je ne fais pas de différence, il est total. Et est-ce que depuis 20 ans que tu fais ce travail, tu as vu vraiment une évolution en karting de jeunes femmes qui s'y mettent? Est-ce qu'il y a un vrai avant-après avec cette génération? Alors on se rend compte que déjà le volume il est de plus en plus gros chaque année, donc ça c'est hyper encourageant. Et on commence à voir des jeunes femmes qui performent à un niveau en karting vraiment très important. Je pense à Luna Fluxa qui est dans notre programme, qui a réalisé de grandes performances face à pas mal de garçons. Donc ça a un peu agacé quelques gars, mais c'est bien. Il y a Chiara Batig, une jeune Suisse qui fait aussi du très bon travail. Et voilà, on commence vraiment. Alors il y a 30 ans presque en arrière, il y avait la maman de Max, Sophie Kulpen, qui a fait des choses incroyables en karting. Il y avait Lotta Elberg également, qui était une pilote incroyable, malheureusement décédée depuis, qui avait fait des choses aussi incroyables, mais ça restait des exceptions. Je veux dire, quand il y avait une femme qui arrivait en karting, c'était du quasi jamais vu. Aujourd'hui, vous allez sur des manches de Champions of the Future Academy, par exemple, ou de la WSK, etc. On voit une quinzaine, une vingtaine de jeunes femmes. Donc, on est en train d'avoir quand même un effet volume qui est encourageant et qui est important, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra enfin détecter celles qu'on pourra peut-être amener au plus haut niveau. Et dans une précédente entrevue que tu as faite, tu disais que tu avais des questions clés que tu posais aux pilotes pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur leurs ambitions, etc. Quelles sont ces questions? Ça fait un peu partie du secret. Donc, le type, oui, parce que s'il y a des jeunes qui nous regardent du coup, on se dira, faut préparer ça. Voilà, ils vont être trop préparés après. Donc, en fait, les questions, elles viennent, il n'y a pas une question vraiment préétablie, etc. Ça dépend du contexte, du moment. Chaque projet est différent, je répète ça assez souvent, mais la manière dont on a accompagné un George Russell, elle a été complètement différente de celle qu'on a fait avec un Kimi Antonelli ou qu'on fait aujourd'hui avec un Kenzo Craigie ou un Andy Konzani. Et même entre Andy Konzani et Kenzo Craigie, qui sont dans la même équipe, dans la même catégorie, l'accompagnement il est différent parce que leurs besoins sont différents et parce que ce sont des personnes avec des sensibilités différentes. Et nous, on s'attarde beaucoup sur comprendre à quel humain on a affaire. Et on essaie d'adapter notre accompagnement et notre stratégie en fonction de qui ils sont. Après, évidemment, il y a des choses qui rentrent, qui vont être communes à tous. Et donc, quand je détecte, il y a des questions qui vont arriver, qui vont pouvoir être à peu près identiques, mais qui vont plutôt s'adapter au moment, au contexte, et voir quelle va être la réaction du pilote, voire de son entourage, par rapport à telle question ou telle situation. Et c'est ça qui va créer finalement un sentiment de lui, il est un peu hors norme, il est un peu à part, et ça éveille mon intérêt. Et parfois, c'est plus compliqué de parler aux pilotes ou aux familles? Alors moi, parler aux pilotes, j'ai jamais eu de problème, qu'ils soient petits ou grands. Encore aujourd'hui, je peux avoir des discussions un peu difficiles avec les pilotes qui sont en F1, Bien sûr. mais parce qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'on a développé une relation de confiance qui est assez exceptionnelle. Donc, et j'ai pas de problème à dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, quel que soit le niveau du kart, à la F1. Et ce qui est important, c'est surtout quand c'est pas bien, parce que quand c'est bien, bravo, mais on a fait le job. C'est plutôt important quand on traverse des moments un peu difficiles. C'est là où le rôle, il prend toute son importance. Ça peut être quoi les moments difficiles? On fait une saison compliquée, on n'a pas les résultats espérés, on performe pas, on est dans le dur,
on répète les mêmes erreurs, etc. Donc, il faut trouver les clés. Pourquoi, comment, est-ce que on ne devrait pas changer, nous, notre méthode? Donc, on se met d'abord, nous, en question. D'accord. Est-ce que c'est pas nous qui faisons un mauvais job et que, du coup, on empêche notre pilote de performer ou de s'exprimer pleinement comme il devrait le faire? Ou est-ce qu'on a un vrai problème et un vrai sujet du moment? Ouais. Il faut savoir enfin, ces pilotes, ils grandissent avec nous. Donc, quand vous signez un jeune pilote qui a 12 ans, vous allez traverser l'adolescence avec lui. L'adolescence, pour n'importe quel enfant, c'est un passage. Donc, on vit tout avec eux. On vit des moments, y compris personnels, compliqués. On va vivre des divorces, on va vivre des décès, on va vivre la première petite copine, la première rupture, la première fois qu'ils vont avoir une relation et intime, etc. Et donc vous partagez tous ces moments avec ces jeunes-là. Donc il y a l'affect quand même qui rentre en jeu, Bien sûr. ou tu essayes un peu de quand même Non, te protéger. C'est pas de l'affect, c'est comprendre l'impact que ces moments-là ont sur leur niveau de performance. D'accord, oui. Et accepter que quand vous faites face à un moment de vie difficile, ça peut, pas toujours, mais ça peut avoir un impact sur vos résultats ou sur vos performances. Et si vous ne connaissez pas bien le pilote, l'environnement, le cadre dans lequel il grandit, vous ne pouvez pas avoir cette intuition de se dire, là peut-être il n'est pas comme d'habitude, il vit un moment particulier, qu'est-ce qui se passe? Et ça va créer des alertes et on va essayer de comprendre. Et donc, du coup, d'adapter une stratégie qui va l'aider à revenir à un niveau de performance qui devrait être le sien. Et du coup, la stratégie, ça peut être quoi? Ça peut être du sport en plus, des séances de psy potentiellement, Oui, du coach mental. Et du coup, c'est toi qui es derrière tout ça en disant, OK, donc là, notre stratégie, elle ne fonctionne pas. On change, on met en place ça, on met en place ça. C'est pas que moi, encore une fois, c'est nous. Ton équipe. C'est nous, en tant qu'équipe. On va échanger beaucoup. J'ai Stéphane Guérin qui travaille avec moi et qui lead le groupe des accompagnants en piste, que ce soit les préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, etc., etc. Et donc, en étant sur le terrain, en étant proche de nos pilotes, on arrive à déceler en fait ces moments-là. Et puis après, je sais pas moi, vous avez un pilote qui performe, qui fait des pôles, qui gagne, puis bam, du jour au lendemain, on commence à rentrer dans une spirale négative, ça marche plus. Il y a forcément une explication. Quel est le problème? Et c'est souvent pas technique. On travaille avec des équipes qui sont championnes en F4, en FRECA, en F3, en F2, donc ils connaissent le job, ils connaissent le métier. Quand ça marche pas, hormis une raison technique évidente, je veux dire, le problème, il est entre le ciel et le volant. Et donc, il faut comprendre pourquoi notre gars qui faisait des pôles et qui gagnait tout l'an dernier, il n'est pas capable de franchir ce cap-là. Quel est l'élément de blocage? Et donc, après, il n'y a pas une réponse ou une méthode, c'est comment on fait en sorte et comment on adapte l'accompagnement pour l'aider à revenir à un niveau de performance. Et est-ce que, quand tu signes des jeunes, il y avait un moment où vous avez dû arrêter parce qu'en fait, ça fonctionnait pas et en fait, c'est un crève-cœur autant pour le pilote que pour toi et ton équipe. Comment tu gères ce genre de moment-là? Alors, quand malheureusement on doit arrêter avec un pilote, sans vouloir jouer au dur, etc., c'est pas un crève-cœur, parce que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Si vous regardez historiquement, j'ai rarement des pilotes qui ont fait 6 mois dans le programme. Ils ont souvent été là assez longtemps. Alors, on a pu commettre à un moment ou à un autre une erreur ou deux de casting. C'est arrivé récemment même. Mais bon, sur la durée, on s'est quand même assez peu trompé. Mais encore une fois, c'est des humains, donc on peut se tromper. Et puis, un pilote qui est excellent en karting peut aussi se ratatiner en monoplace, ne pas se développer comme on l'espère, ou nous, pas trouver les clés pour faire en sorte que le projet devienne successful. Donc quand la relation doit s'arrêter, il faut être assez pragmatique. On investit, nous, en tant que équipe de Formule 1, des millions d'euros dans un projet d'accompagnement. Environ combien? En gros, si vous faites le calcul sur un parcours du kart à la F1, c'est des dizaines de millions d'euros. Donc, il faut par pilote. Donc, il faut entre le kart et la F1. Donc, nous, c'est un investissement qu'on fait. Cet investissement, il a pour but d'avoir un retour sur l'investissement. Donc, à un moment, quand on titularise Georges ou Kimi Antonelli, on a notre retour sur investissement parce qu'on va avoir
pendant quelques années un contrôle sur le salaire qu'on va pouvoir leur verser. C'est comme ça en fait qu'on a notre retour sur investissement. Ou quand c'est le cas d'un Esteban, on a un pourcentage de ses revenus qui nous reviennent et qui nous permettent de pouvoir financer une partie du programme Jeune Pilote. Voilà en gros la logique économique. Et donc, dans cette logique économique, à un moment, quand je suis convaincu que le pilote, malheureusement, a atteint un certain plafond de verre, se développe pas comme il devrait, ou pas aussi rapidement qu'il devrait, ou pas assez bien, la sanction tombe, quoi. Et donc, on doit arrêter la collaboration. Mais généralement, il le sait, généralement, il est au courant, il ou elle, et ça vient confirmer généralement une tendance de discussion qu'on a déjà depuis quelque temps, en disant, écoute, d'abord, on essaie de comprendre, on essaie d'aider, on essaie de soutenir, on essaie de trouver les clés pour changer les choses, donc on se donne quand même un peu de temps. Bon, à un moment, quand on arrive... Combien de temps? 1 année, 6 mois? Malheureusement, je vais vous prendre un exemple récent qui est Alex Powell, que j'ai décidé de ne pas garder l'année dernière. Donc c'est un jeune pilote américain, américano-jamaïcain, qui est un garçon qui a eu un parcours brillantissime en karting, et puis qui a eu un petit peu plus de mal à s'affirmer en F4. Et donc on a fait 2 saisons de Formule 4. On lui a donné des tests en Formule régionale, en FRECA, en se disant peut-être qu'en passant, c'est arrivé avec d'autres pilotes, en passant sur la catégorie supérieure, il y a un espèce de déclic qui va s'opérer. On voulait lui montrer qu'on avait confiance et qu'on croyait en lui et en son projet. Malheureusement, on n'a pas le développement souhaité. Et on n'a pas le déclic souhaité. Donc là, quand vous devez décider d'investir plus d'1 million dans une saison et que vous avez là cette responsabilité-là, si moi je suis pas convaincu, je peux pas convaincre Toto, je peux pas convaincre le board de Mercedes d'investir sur un projet avec ces volumes d'argent. Si moi je suis pas le premier convaincu, moi je suis le premier qui doit être convaincu. Donc si mon pilote n'arrive pas à me convaincre que c'est la solution, qu'il est la réponse à ce qu'on cherche pour potentiellement devenir le prochain George Russell ou le prochain Kimi Antonelli, j'arriverai jamais à convaincre qui que ce soit. Donc, et là, j'étais malheureusement pas convaincu, et donc la sanction tombe. Ça veut pas dire qu'ils n'auront pas une carrière, ça veut pas dire qu'ils se développeront pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de futur, peut-être même en Formule 1, mais ça veut dire qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, on a été au bout de ce que vous pouvez faire. Et est-ce que la F1, c'est une finalité pour toi, pour tous tes pilotes? Non. Alors, d'un point de vue logique, junior programme Mercedes F1 totalement. C'est-à-dire qu'on est là pour détecter et avoir les prochains talents. Mais il se peut que sur la route, malheureusement, comme on vient de le dire, la F1 ne soit pas garantie. Auquel cas, moi, j'essaie toujours, à un moment ou un autre, de trouver une alternative. Par le passé, on l'a fait avec Nick De Vries, par exemple, qui est devenu champion du monde de Formule I, qui a une carrière brillante en endurance, qui fait Le Mans, etc., qui est 3e pilote, qui a pu faire un passage en F1 malgré tout, qui n'a malheureusement pas été celui qu'il espérait et qui aurait pu être le sien, mais il a quand même eu sa chance. Voilà. J'ai Fred Vesti actuellement, qui est notre 3e pilote, qui fait un parcours absolument exceptionnel en endurance. Il fait l'IMSA aux États-Unis pour Cadillac. Il fait des résultats incroyables. Il a inscrit son nom déjà sur les plus grandes courses d'endurance au monde. Et c'est un garçon qui va avoir une carrière pendant les 20 prochaines années. Et ça m'en rend très fier. On a pu aider à un moment ou à un autre Raphaël Marcello, qui n'avait plus de solution en monoplace. Et on lui a proposé de rejoindre Mercedes pour faire du GT. Et c'est devenu un des plus grands pilotes de GT. Donc, d'être professionnel, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. On parle d'une centaine de mecs au monde qui sont professionnels de l'automobile. Et sur ces centaines de gars,
et de filles. Il y en a 22 maintenant, 22 maintenant en Formule 1. Donc voilà, tous n'iront pas en Formule 1. Quand tu dis professionnel, c'est le statut professionnel, c'est à partir du moment où on peut en vivre? Oui, c'est quand on est payé pour courir, quand on représente les intérêts d'un constructeur ou d'un programme officiel, que ça soit en GT, en Formula I, en endurance, en hypercar. Enfin, voilà, c'est à partir du moment où on bascule d'un pilote junior qui doit trouver des solutions pour financer sa carrière ou qui fait partie d'un programme qui finance et qu'on reçoit son premier salaire. D'accord. Donc là, tu nous parles de Mercedes depuis tout à l'heure, mais ton aventure en tant que directeur de programme junior, elle a commencé en 2009 avec Lotus. Oui. Donc c'est là où du coup tu as découvert Ocon et également Albon. Oui. Donc comment cette entrée dans... Parce qu'il me semble que ça a été le programme junior de Lotus a été créé pour ton arrivée. Ouais, alors je vais repréciser un petit peu tout ça. L'équipe de Formule 1 à l'époque, Renault F1, a été rachetée par un groupe d'investisseurs luxembourgeois qui s'appelait Genie Capital et qui avait une branche management qui s'appelait Gravity Sport Management. D'accord. Et donc ils avaient commencé par investir sur la carrière de jeunes pilotes et à financer de jeunes pilotes. Et la personne qui a été choisie pour diriger ce programme à l'époque, c'était Éric Boulier, qui était quelqu'un que j'avais rencontré au travers de mes premières années d'accompagnement avec Guillaume Moreau, qui était mon premier pilote. Qui était aussi présent sur le Grand Prix historique le dimanche. Non. Éric Boulier. Ah, Éric, pardon. Oui, Éric Boulier. Oui. Non, je croyais Guillaume, pardon. J'aurais été vexé que Guillaume soit là et qu'il ne l'ait pas dit. Mais, oui, j'ai croisé Éric, effectivement. Et donc, Éric, en fait, est nommé à la tête de ce programme. Et puis, il se trouve que quelques mois après, Genie Capital rachète Lotus F1, enfin Renault F1 qui est devenu Lotus F1. Et donc, Éric se retrouve propulsé à la tête de l'équipe de Formule 1 et il a besoin de quelqu'un pour gérer un peu la partie pilote. Et moi, je voulais pas gérer le groupe de pilotes qui était déjà en monoplace ou assez établi à cette époque-là parce que je ne voyais pas dans le groupe qu'ils avaient choisi, en fait, réellement quelqu'un qui pourrait être une réponse aux problématiques de l'équipe de F1. Et je lui ai dit, pour moi, il faut revoir complètement la philosophie du programme et je pense qu'il faut rebaser la stratégie depuis les kartings. Et il m'a dit, bah, c'est très bien, tu t'occupes de ça. Voilà, donc du coup, je suis parti m'occuper du programme, mais en le recréant à la base. Et donc Éric a continué à gérer un petit peu les pilotes qui étaient plus établis à cette époque-là dans le programme en monoplace. Et moi, j'ai géré la partie karting, au moins dans un premier temps. Après, c'est développé sur l'ensemble du programme. Mais la première année, ça a été le kart. Et donc, quand j'arrive en kart, c'est les années où il y a Verstappen, Leclerc, Russell, Albon, Ocon et d'autres. Et est-ce que tu avais tout de suite remarqué ceux qui sont maintenant en Formule 1? Non, alors à l'époque, ce que je voyais, c'est que c'était ceux qui gagnaient en kart. Donc du coup, moi j'essayais d'avoir celui qui potentiellement pouvait être le meilleur en karting. Et c'était qui du coup? À l'époque, franchement, alors c'est sûr qu'avec le recul, Max était quand même un peu hors norme, mais Charles performait très bien, Georges performait bien, Esteban gagnait aussi. Enfin, je dirais, honnêtement, ils se tiraient quand même tous une sacrée baston tous les week-ends. Et on avait affaire à une génération absolument incroyable. Je veux dire, dans l'histoire des 20 dernières années, j'ai jamais eu une autre génération où il y en a 5 ou 6. Alors, il y a eu peut-être à un moment un alignement Albon, Russell, Norris qui s'est retrouvé en F2, voilà. Mais ils sont issus globalement après de cette génération-là, mais j'ai jamais revu après des mecs qui se sont sur un tel volume en fait, qui se sont battus en kart et qui ensuite ont été en F1. Il y a eu 1 ou 2 gars de temps en temps par an qui se détachaient, mais là il y en avait 6 ou 7. Et il y avait Giovinazzi, il y avait, enfin voilà, c'était vraiment une génération hors norme. Et donc j'ai été témoin, ils étaient sous mes yeux, de cette génération qui a grandi du kart avec moi, du kart jusqu'à la Formule 1. Donc en fait, j'ai été un témoin privilégié de leur ascension à tous. Et du coup, le premier que tu signes, c'est Ocon? Ouais, on a signé Esteban, puis rapidement Alex Albon. On a eu ensuite
la chance de pouvoir signer, si on le souhaitait, George Russell et même Max, puisqu'on a eu des discussions à l'époque Oui, avec Max, à l'époque du karting, hein, donc ça remonte. c'était il y a un petit moment. Je connais bien Jos et Max depuis ces années-là, et on a été en discussion avancée, mais on n'arrivait pas à lui offrir Ce qu'il voulait. ce que eux imaginaient. Mhm. On était contraints à la fois en termes de budget, en termes de possibilités, et je pense que le call qu'il fait à cette époque d'aller chez Red Bull, il est finalement celui qui lui permet de rentrer en F1 aussi rapidement. Et voilà, donc Charles avait signé déjà avec Nicolas Todd et Ferrari. Mhm. Et donc voilà, moi j'avais Esteban, Alex, j'ai signé aussi Dorian Boccolacci à l'époque, qui a fait un parcours absolument brillant en karting, qui malheureusement s'est pas confirmé en monoplace pour tout un tas de raisons. Mais ça se Euh, confirme maintenant dans d'autres catégories Exactement, et et c'est puis ça qui est bien. il a sa carrière, il a son succès. Voilà, donc encore une fois, hein, la F1, c'est réservé à un Un tout mouchoir de petit poche groupe mm, d'hommes et j'espère demain de femmes. de femmes, Mais un parcours professionnel dans le sport automobile est déjà quelque chose d'absolument remarquable. bien sûr. Et du coup, quand vous signez Ocon, l'objectif, du coup, c'est de l'emmener en Formule 1 ou Non, pas du tout? non. Et l'idée, évidemment, l'objectif Mm, ultime, c'est d'imaginer que quand on signe ce jeune en kart, on va réussir à l'emmener au oui, plus haut niveau. Et ça doit rester un objectif absolu. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est, ben, on signe ce mec-là parce qu'on pense que ça va être le meilleur aujourd'hui dans sa catégorie et parce qu'on pense qu'il a des prédispositions à devenir éventuellement où on va reconnaître des choses qu'on a vues dans des oui, champions précédemment. Tiens, bah, alors j'aime pas comparer parce que encore une fois, chaque projet est unique, mais on va retrouver des similitudes. oui. Tiens, lui, il me fait penser, Georges faisait comme ça, Kimi faisait comme ça. On a Mm. tendance toujours à se raccrocher un peu. Parce qu'on Évidemment, ça fait connaît. partie de l'expérience, hein. Mm, Moi, j'aime bien traiter chaque projet de manière unique. Chaque personne est unique et mérite cet accompagnement sur mesure, finalement. Et Esteban, on va dire que de tous les pilotes qui sont maintenant en Formule 1, il a un peu une carrière qui est un peu, pas compliquée, mais elle est pas linéaire, on va dire. Et c'est des projets, après, pour moi, c'est un des pilotes les plus, pour moi, résilients de la grille dans tous les cas. Donc, il fait ses premiers essais après avec Manor, signe chez Force India, mais en 2019, il se retrouve sans baquet. Oui, alors alors Esteban, ça a été déjà le premier Mm. personnellement que j'ai amené en Formule 1. Et il a eu cette chance incroyable de devenir pilote de Formule 1, Mhm. à la fois de par son talent, de par son travail et de par ce qu'on avait réussi à créer autour de lui. C'est certain que il a plutôt été victime, je dirais, d'un timing défavorable Ouais. dans son parcours que réellement d'autres choses. Mm. Ça fait quand même déjà 10 ans qu'il est en Formule 1, donc c'est pas neutre. C'est pas rien. Clairement. Il fait partie des 2% de pilotes de toute l'histoire de la F1 à avoir gagné un Grand Prix. C'est pas rien. Il fait partie de ce petit 15% de toute l'histoire de la F1, des pilotes de F1 qui a fait des podiums. Donc il fait quand même partie d'une élite absolue Bien sûr. de ce petit groupe de pilotes. Euh, Est-ce qu'il aurait mérité une carrière encore plus brillante? Peut-être. Déjà, elle n'est pas finie. Mhm. Il a que à peine 30 ans. Donc il a encore quelques années Bien devant sûr. lui déjà. Donc il n'y a rien qui... Mais il a fait des déclarations en début d'année qui sont un peu dures à entendre, où il n'est pas satisfait en fait de ce qu'il Oui, a fait, mais mais ça c'est un ressenti personnel. Mais du coup, enfin, personnellement j'ai envie de lui dire, mais regarde ce que tu as fait, t'es bien un sûr. pilote français, il y en a peu des pilotes français qui sont en F1, il y a plein de choses où j'ai envie de dire, mais non, c'est trop bien Oui, ce mais que tu parce fais. que un athlète de haut niveau et un sportif de haut niveau, il ne vit et il ne conçoit où il ne sera satisfait qu'à partir du moment où il performe et où il gagne. Et Mm. donc forcément, tous les week-ends, il y a 21 mecs qui sont déçus. Oui. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui gagne. Donc, et à chaque fin de saison, il n'y a qu'un mec qui est champion du monde. Donc les 21 autres, ils ont aussi envie d'être champion du monde. Mm. Donc voilà, donc et Esteban, il a simplement partagé le fait qu'il n'était pas satisfait
pour l'instant de la carrière qu'il avait, mais pas satisfait dans le sens je suis pas content d'être pilote de F1, Non, mais etc. on en remet pas tout ça en cause. C'est simplement une façon pour lui d'exprimer qu'il a envie de faire mieux, qu'il espère mieux, Qu'il et se sait qu'il capable travaille d'aimer. et qu'il travaille pour ça. Et après, évidemment, les parcours sont pas toujours faciles, sont pas toujours limpides. Malgré tout, il fait partie de ce petit groupe et il a encore quelques années devant lui, donc tout est encore possible. Et justement, on va pouvoir rebondir un peu sur ce qu'on a parlé en off. Des rumeurs commencent à parler comme quoi chez As c'est compliqué. Alors oui, la saison est compliquée dans tous les cas au terme de résultats, mais parce qu'il y a une nouvelle réglementation, il y a plein de choses qui expliquent. Donc du coup, il y a des personnes qui lancent des rumeurs comme quoi Ocon ne finirait pas la saison avec As. Oui, des rumeurs, vous savez, il y en a sur à peu près tous les pilotes, toutes les équipes, tous les patrons d'équipe, depuis toujours, depuis que la F1 existe. Et je dirais que les réseaux sociaux et sans vous offenser ou vous viser en quoi que ce soit, mais ne favorisent pas réellement la vraie information. Nous, on se base sur des choses factuelles. La relation avec As et IAO, elle est excellente. Avec Oli Berman, elle est excellente. Je pense que c'est probablement la meilleure relation Elle a l'air très, très qu'il a saine eue en tout avec un cas. équipier. Ils travaillent. Ni Esteban ni As sont satisfaits aujourd'hui des performances globales affichées. Ils ont envie, en tant qu'équipe et en tant que pilote, de faire mieux. Et ils travaillent et ils cherchent des solutions pour faire mieux. Et moi, j'ai échangé longuement avec IAO à Miami et ils sont en total soutien d'Esteban. Donc les rumeurs, honnêtement, je les lis même pas. Oui. On a des contrats, on a des discussions hebdomadaires avec nos pilotes, avec les équipes, avec les ingénieurs, etc. Et je crois pas qu'il y ait aujourd'hui de sujet particulier. Est-ce qu'il doit faire mieux et est-ce qu'il a envie de faire mieux? Évidemment. C'est évident. Voilà. Il faut passer le cap. Je pense que de manière très objective, au Japon, Chine et Japon, il a le mauvais safety car. S'il a le bon safety car à ce moment-là, c'est lui qui est cinquième et pas Oli. Donc voilà, il faut aussi un peu remettre tout dans son contexte. En 2016, tu rejoins Mercedes, donc du coup dans un florilège de tensions avec Hamilton et Nico Rosberg qui se battent tous les deux pour le championnat. Et à la fin de l'année, retournement de situation alors que ça a été annoncé qu'il prolongeait, Nico Rosberg décide de prendre sa retraite. Absolument. Donc tu as raconté déjà le moment du coup de fil en mode bon, on met qui? Mais c'est qu'en fait à ce moment-là, le programme Jeune Pilote n'est pas prêt. Non. Parce que tu signes juste George Russell, c'est ça en 2016? Ouais, alors donc en 2015, j'ai l'offre de Toto de rejoindre l'équipe, mais il fallait que je ferme la boutique chez Lotus, donc je lui ai demandé de finir l'année 2015, commencer à l'aider un petit peu sur l'année 2015 en transition, et donc j'ai intégré Mercedes tout début janvier 2016. Ok. Il y avait à l'époque Pascal Wehrlein qui était déjà dans le pipeline des pilotes Mercedes. Il y a Esteban du coup qui était déjà signé. Et on a signé George Russell le tout début janvier également. Ok. Il était à 2 doigts de signer en DTM chez BMW. Donc on l'a rattrapé au vol. C'est bien avec nous. Et il est reparti faire de la Formule 3. Ouais. On a pu organiser... donc Pascal était chez Manor pour la saison. Donc il a fallu que j'accompagne Pascal déjà sur toute la saison 2016. Il fallait que je suive Georges qui était en F3 et on avait mis Esteban en DTM. Il avait un rôle à la fois en DTM, il était 3e pilote chez Renault. Du coup, l'opportunité chez Manor est arrivée pendant l'été. D'accord. On a pu le mettre à partir du Grand Prix de Spa, si ma mémoire est bonne. Le casque qui a fait d'ailleurs ce Grand Prix est là. Et donc sa carrière a commencé, Spa 2016. Et évidemment, quand en fin d'année, Nico Rosberg annonce sa retraite et que j'ai ce fameux coup de fil de Toto à l'aéroport à Dubaï, je m'y attendais évidemment pas non plus. Mais ce qui était surtout clair, c'est que ni Pascal ni Esteban n'étaient prêts à prendre la suite. On était à l'époque champion du monde, on dominait la F1 et ils étaient clairement Pas prêt. pas prêts à ce challenge-là à l'époque. Ni eux, ni l'équipe d'ailleurs.
Et voilà, et donc on a dû, à ce moment-là, ma réaction, ça a été de me dire, et la réaction qu'on a partagée avec Toto, c'est de se dire, ok, on va trouver une solution pour remplacer Nico, donc Valtteri a rejoint l'équipe, et nous, on pensait déjà à, quand Lewis va partir, il faudra qu'on soit prêt, et l'idée, ça a été vraiment de se mettre dans une dynamique où on voulait être prêt au moment où éventuellement Lewis allait prendre sa retraite. Et est-ce que vous étiez pris du coup? Oui, on l'était avec Georges parce que pour Oui, il avait été mis. réellement, je pense que dans l'équipe, la manière dont les choses se sont organisées, c'est plutôt Georges qui a pris la place de Lewis. Tout le monde Oui. dit Kimi a pris la place. Non, Non, Kimi a juste pris le Georges, virage. et Georges, de par son parcours, son expérience et du fait qu'il était dans l'équipe déjà depuis 3 saisons, a naturellement pris le rôle de Bien leader. Et Kimi a été titularisé en 2025 pour renforcer l'équipe. Renforcer l'équipe. Et alors justement, on en a déjà un petit peu parlé. Déjà, est-ce que toutes les demandes de prise de baquet te sont demandées? Est-ce que tu as un aval, un accord en disant ah, je veux peut-être un peu plus lui? Comment ça se passe? Alors, le call final, il revient à Toto et au board. Évidemment. J'ai eu la chance d'être consulté à chaque fois et systématiquement aujourd'hui sur toutes les discussions pilotes, j'ai la chance de faire partie de ce groupe de personnes qui peut donner son avis. Et c'est une chance et un bonheur évidemment immense. Quand on s'est posé la question, quand Lewis nous a annoncé qu'il allait partir, Vous l'aviez pas du tout vu venir? non, même si on savait qu'à un moment ou à un autre, Oui. logiquement, ça Mais serait. pas tout de suite. Mais le timing a été. Le fait qu'il décide de nous quitter, alors que ça soit pour arrêter ou aller ailleurs, ça c'était. Mais le timing était particulier. Il avait quand même l'avantage d'être en début d'année, donc on savait qu'on allait quand même faire la saison avec lui. Donc ça nous a permis, nous, de pouvoir se préparer. Comment on vit une saison quand on sait que notre pilote phare s'en va à la fin de l'année? Est-ce qu'on le prend un peu pas comme une trahison, le mot est fort, mais comme en mode Non, ah ouais. non, déjà c'est la vie de la Formule 1, hein, c'est la vie des pilotes et des gens en Formule 1. On est l'entité que vous représentez et l'équipe et l'institution est plus forte que l'individualité. Donc Mercedes F1 avec ou sans Lewis Hamilton, c'est Mercedes F1 ou Ferrari avec ou sans leurs pilotes. Voilà, donc c'est la vie. Les pilotes viennent, ils sont là pour un passage comme les ingénieurs, comme tout le monde. On fait partie à un moment de l'histoire d'une équipe et puis un jour, l'histoire s'arrête. Et l'équipe continue de vivre sa vie d'équipe. Et puis, elle vit très bien. Voilà. Donc, elle vit très bien. il y a un moment, on a vécu des choses, évidemment, en tant qu'équipe, incroyables avec Lewis. Mais comme chaque histoire, elle s'arrête à un moment. Donc, voilà. Et nous, il fallait qu'on prépare la suite et qu'on anticipe. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi pour l'instant, même si la route est encore longue. Ce qu'on a réussi à initier avec Georges et Kimi. Et donc du coup, la prise de décision de titulariser Kimi Antonelli, on la sent un petit peu venir pendant un laps de course et de week-end, mais on se dit toujours, il y a le facteur âge, le facteur temporalité dans une monoplace que Kimi n'en a pas autant que certains, surtout quand on voit qui est libre à la fin de l'année. Donc il y avait Carlos Sainz, il y avait Esteban, il y avait des rumeurs de Max, enfin de toute façon il y a tout le temps des rumeurs autour de Max. Donc comment est-ce que, en tant qu'entité, on se dit on enlève tout ça et nous on va mettre sur ce talent-là, 18 ans, pas 18 ans, il y a 4 ans il était encore en karting, on s'en fiche, c'est lui le prochain et on le sait. Alors, à la base, c'est parce qu'on a conscience assez tôt qu'on a affaire à un garçon hors norme. Donc c'est la conviction profonde, basée sur notre expérience des catégories juniors, qu'on a affaire à un garçon exceptionnel et à un garçon qui possède des qualités hors normes. Et tant humaine que professionnelle. Oui, bien sûr. Et donc, moi personnellement, j'ai pas vu ou j'ai pas d'éléments de comparaison depuis Max Verstappen. D'accord.
Donc, je pense qu'on a affaire à un garçon qui est très complet, qui a un talent évidemment unique. Et j'ai cette conviction que ce garçon-là, encore aujourd'hui, l'avenir le dira, peut écrire une histoire forte des prochaines années de l'équipe. Le timing, évidemment, était précipité, mais quand le train rentre dans la gare, vous avez le choix de monter ou pas, mais vous n'êtes pas sûr qu'il va repasser une deuxième fois. Et là, moi, je vois que on est en début d'année, il va faire de la Formule 2, ce qui était déjà, on arrivait de la Formule régionale. Hein. Oui. Les tests en F2 nous ont déjà rassuré quand même beaucoup sur sa capacité à monter dans cette catégorie. Malheureusement, la saison n'est pas tout à fait révélatrice de son niveau à lui parce que on tombe sur une année d'une nouvelle voiture. On a l'équipe, malheureusement, qui est une grande équipe avec qui on a pu gagner avant des titres, etc., qui a eu un petit peu de mal à cerner les subtilités de cette voiture-là. On avait un équipier, Oliver Biermann, très solide à côté de nous, et les deux ont été un peu en galère sur la saison d'F2. Mais on a pu quand même mesurer. Il a quand même gagné des courses, il a fait des pôles, il a fait des choses quand même très fortes pour un rookie en Formule 2. Et dans le même temps, on a pu monter un programme de test assez conséquent pour le préparer à 2025. Et mon argument, ce que j'ai défendu et la position que j'ai défendue, c'est que quand on a décidé de titulariser George chez Mercedes, on a mis quasiment une demi-année, alors qu'il avait 3 ans d'expérience chez Williams, à le mettre au niveau du rythme de l'équipe, des procédures, de notre façon de travailler, etc. Et donc, il a pu commencer à s'exprimer un peu plus pleinement après une demi-saison. D'accord. Et là, on est dans une phase de l'équipe et sur une réglementation en 2024 qui ne nous est pas très favorable. On n'arrive pas à gagner avec Lewis et George. Et comme la réglementation ne bouge pas pour 2025, il y avait peu de chances finalement qu'on soit dans une position très différente. Et j'ai dit, de cette situation un peu compliquée pour l'équipe, faisons-en une opportunité. Et c'est notre meilleure opportunité de pouvoir former un pilote dans un moment où on sait qu'on aura un enjeu sportif moins fort et pour être certain qu'il soit complètement prêt pour 2026. Là où on devrait normalement avoir une réglementation qui va nous être un peu plus favorable. Tout ça est évidemment hypothétique, hein, vous n'avez jamais la certitude que ça va se réaliser et que ça va se passer comme vous l'avez imaginé, mais c'était un des scénarios possibles. Et donc, on a fait ce choix-là. Il a fallu convaincre en interne, évidemment, parce que, encore une fois, on est dans une culture d'équipe où on est quand même rassuré d'avoir un pilote un peu établi en Formule 1 et on n'est pas une équipe qui est là pour développer des jeunes talents. On a 2000 personnes chez Mercedes, dont une partie des revenus à l'année dépendent de ce qu'on va faire au classement du championnat constructeur. Et donc, forcément, il y a eu des questions et il y a forcément des gens qui se sont dit les gars, vous perdez un peu la raison. Il est jeune, il n'a pas d'expérience. Enfin, bon, évidemment, on a eu des moments durs, on les a anticipés, on savait qu'on aurait ces moments-là, on savait qu'il y aurait un peu de casse, on savait qu'il y aurait des bêtises. Et encore, je trouve qu'il en a pas fait tant que ça. Bien sûr, mais malgré tout, il y en a eu et elles font partie de l'apprentissage d'une première année en Formule 1, dans tous les cas. Exactement. Et je trouve que voilà, on a dû nous s'adapter en tant qu'équipe, à intégrer et à finir de former et de développer un junior. Donc il a fallu un peu régler les curseurs côté équipe, côté Kimi, côté entourage, côté un peu tout le monde. Et puis à partir de Bakou, l'année dernière, on a quand même vu... Déjà, on a eu les premiers Grands Prix étaient super encourageants. Et après, moi, il y a eu l'entrée en Europe, où ça a été un peu plus compliqué. À partir d'Imola, où ça a été un peu... Il y a eu beaucoup de bruit, premier Grand Prix italien et tout ça. Et c'était multifacteur, en fait. Oui. Il y avait à ce moment-là, on essaye, nous, des choses sur la voiture, sur lesquelles Kimi a un petit peu plus de mal, aussi par manque d'expérience, logiquement. Plus des choses qu'il fallait... qu'on ajuste, et ça fait partie
du process, et ça fait partie aussi de ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Et est-ce qu'on s'attendait à une première victoire aussi rapide? Bah, en tout cas, c'était l'objectif, hein, clairement. On est là pour gagner des grands prix. Oui, Donc, mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ça arrive euh, aussi vite dans une saison où on arrive et on... Alors oui, on s'attendait à ce qu'elle arrive, mais personnellement, je pensais qu'elle allait arriver un peu plus en Europe et pas tout de suite. Et je m'attendais, en tant que spectatrice, à une domination pure et dure de George Russell. Bon, alors déjà, deux choses dans ma réponse. La première, c'est, si vous vous rappelez, le Brésil l'année dernière, le Brésil 2025, où Kimi fait 2 podiums en sprint et Oui. en Grand Prix, et franchement, il fait un week-end Très solide. méga solide. Et là, c'est quand même le premier signe visible, à mon sens, d'un premier aboutissement, à la fois côté Kimi, côté équipe, où là, ça y est, on commence à voir que la mayonnaise est en train de prendre et que ça y est, on se dirige vers un truc qui commence à être plus structuré, plus solide, plus Confiance. consistant, Oui. etc. Et puis on fait une belle fin de saison quand même. Ouais. Alors, il y a encore une ou deux bêtises par-ci par-là, évidemment, comme sur le début de saison 2026 d'ailleurs. Mais on voit clairement que sa pointe de vitesse est à nouveau au rendez-vous, qu'il prend un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité, logique, et qu'il commence à s'affirmer et commence à devenir pilote de Formule 1. Voilà. Donc déjà, fin 2025, je trouve, amène beaucoup d'enthousiasme et nous rassure beaucoup sur notre décision. Et au final, on finit vice-champion du monde constructeur. Donc avec certes une saison extrêmement solide de la part de Georges, et un Kimi qui a quand même contribué pas mal sur la fin d'année. Et puis on prépare 2026, et 2026, alors évidemment on est sur une dynamique d'équipe où on a une voiture qui est super performante, et donc on a des pilotes qui l'utilisent à bon escient et qui délivrent le job pour lequel on les a préparés. Kimi gagne en Chine. Effectivement, sa première victoire, elle était, on sentait, bon, il y avait eu le podium à Melbourne avant, il y a la fin d'année qui était solide, donc on savait que voilà, il fallait le valider, voilà, et on savait que ça allait arriver. Et puis le Japon, pour moi, il est en perfo, il est vraiment bien. Néanmoins, il rate son départ. Il a la chance, et Georges a la malchance du safety car qui vient tuer un peu la course de Georges et qui donne la victoire à Kimi. Néanmoins, il le fait, il est là, il est présent quand il faut l'être, il saisit l'opportunité et il gagne au Japon. Et puis Miami, où il fait un week-end méga solide. Voilà. Après, on n'a fait que 4 Grands Prix. On a l'annulation de Bahreïn et de Jeddah, qui peut-être aurait été favorable à Georges, bien sûr. par exemple, et on n'aurait pas la discussion, le questionnement de est-ce que Georges est devenu finalement... Non, je pense pas. Après, la temporalité aussi a énormément changé, mais c'est vrai que, du coup, comme je te disais en off, au vu de la saison dans laquelle on sort, où en fait on avait 2 pilotes qui se battaient pour leur premier championnat, qu'il y en a un qui se casse un petit peu la figure en début d'année, et l'autre en fait c'est en fin d'année, et l'autre après il a pris du gaz, il se dit bon c'est moi. C'était logique que Norris finirait champion du monde puisque l'expérience est là. Et du coup moi dans ma tête je me dis est-ce qu'on va avoir le même scénario, une montée en puissance, et puis après en fait la pression qui devient beaucoup trop grande parce qu'on prend aussi en compte qu'il a 19 ans, et qu'il y a les épaules qui sont différentes aussi de George Russell. Il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent potentiellement aussi du garage, qui peut permettre de différencier, où Peter Bonington est un ingénieur champion du monde, et celui de Russell, non. Donc il y a plein de questionnements, et je me dis, bon, comment ils vont gérer ça? Alors déjà, dans le garage, il n'y a qu'une équipe qui a été championne du monde plusieurs fois. Sûr. Donc ils ont tous tourné à un moment ou à un autre, donc c'est que des garçons qui savent gérer la pression de gagner ou pas un championnat. Et voilà, donc en tant qu'équipe, je pense que les deux s'appuient sur des compétences extrêmes qui ont l'habitude de gérer la pression d'une victoire ou d'un championnat. Ensuite, on n'a fait que 4 Grands Prix, donc évidemment. Il en reste 19, si je compte bien. Et c'est aussi le malheur de la Formule 1, où l'instant est hyper important, et il y a une culture de l'instant. On juge sur... on n'a jamais été aussi bon que le dernier week-end qu'on a fait. Donc
et on passe de héros à zéro en 24 heures. Ça, C'est oui. la vie de notre sport. Et si Georges gagne à Montréal, il redevient subitement le champion du monde en puissance qui va forcément gagner cette année. Donc, enfin, je veux dire, on vit au rythme effectivement du résultat du dernier Grand Prix. Mais déjà, c'est une bonne problématique d'équipe à avoir. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que de se dire est-ce que c'est l'un ou l'autre qui va gagner ce week-end, c'est plutôt un bon problème à gérer. Dans tous les cas, pour Mercedes, c'est Dans 4 tous les ans qui ont cas. 4 Grands Prix, 4 victoires. Voilà. Et ensuite, je pense que le championnat, c'est un point de rendez-vous qui est un peu plus lointain et que pour l'instant, nous, en tant qu'équipe, on est concentré sur Montréal, sur essayer de gagner Montréal et de savoir si c'est Georges ou Kimi qui gagnera ou pas à Montréal, parce que les autres aussi ont le droit d'être bons. Ferrari est très présent, McLaren est très bien revenu, aussi, Red oui. Bull est quand même pas si loin. Il nous a apporté que des ça. améliorations à Montréal. Absolument, mais tout le monde apporte des évolutions et progresse. Donc, on est sur un début de réglementation qui est très nouveau pour tout le monde, avec ses avantages et ses inconvénients. Et tout le monde doit s'adapter. Voilà, donc on a, pour l'instant, sur ce début de saison, eu un léger avantage sur les autres. Tout peut changer très vite en Formule 1, on l'a appris. Oui. Voilà, et donc, voilà, il faut se concentrer déjà sur, en tant qu'équipe, gagner. Et après, moi, je suis convaincu que les deux ont le potentiel pour devenir champion du monde. Georges a plus d'expérience, plus de maturité en Formule 1. Kimi a ses qualités aussi et il deviendra champion du monde cette année ou plus tard, je ne sais pas. Georges peut aussi être champion du monde cette année et plus tard. Donc voilà, pour moi, on a une réponse en tant qu'équipe. Vous avez fait les bons choix. L'avenir le dira en fin d'année, mais aujourd'hui, en tout cas sur le début de saison, oui, on a des vainqueurs de Grand Prix. Et c'est déjà, avant d'être champion, il faut déjà gagner les Grands Prix. Donc, Et est-ce que, en tant qu'équipe, encore une fois, on n'est qu'à 4 Grands Prix, est-ce qu'il y a peut-être des prémices de discussion de OK, si à ce Grand Prix-là, on est dans ce cas de figure, on change, on continue. Est-ce que c'est des discussions qui peuvent avoir lieu à un moment donné dans l'année ou pas? Alors, à ce stade-là, Non. absolument pas. C'est battez-vous et que le meilleur gagne. Exactement. Et d'ailleurs, si vous reprenez quand même l'historique et la culture de l'équipe, C'est que c'est ça. on a plutôt laissé nos pilotes se battre tout le temps jusqu'au bout. Après, évidemment, il y a la règle de... Ne vous sortez pas. Voilà. Mais on les a plutôt toujours laissés se battre. Et je pense que on est aussi des défenseurs de notre sport. Et notre sport doit autoriser... Vous savez, ce qui a fait l'histoire de la F1, c'est aussi les grands duels. Bien sûr. Et donc, si c'est un duel interne, c'est un duel interne. C'est à nous de le gérer à ce moment-là. Mais je ne suis pas inquiet et ça se gérera si ça doit se gérer. Et c'est beaucoup trop tôt pour l'instant. Évidemment. Peut-être que ça aurait été complètement différent du coup avec les 2 Grands Prix, puisqu'on aurait peut-être eu un peu plus d'éléments de réponse. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous en interne, ce mois de vacances prématuré? Alors, de vacances pour nous, en tout cas. Pour vous, ça a été, sincèrement, je pense, un mois qui a fait du bien à tout le monde. Parce que, en fait, entre la fin de la saison dernière et le début de cette année, il y a eu absolument 0 temps mort pour les équipes. Par rapport à la nouvelle réglementation, ouais, spécialement, ou exactement. c'est quelque chose qui est maintenant typique de la Formule 1, quand ça s'arrête, ça repart directement? Déjà, sans changement de réglementation, ce qu'on appelle la coupure hivernale, elle est quand même assez réduite. D'accord. En gros, on redescend de l'avion après les tests d'Abu Dhabi, on est déjà autour du 10 décembre. Oui. Enfin quasiment à mi-décembre. On va dire que la première semaine de janvier, on a déjà rattaqué la saison. Donc on a... Bisous, joyeux Noël, bonne année. Voilà, c'est ça, et hop, on y retourne. Donc, et le timing entre la fin d'Abu Dhabi, ou du dernier Grand Prix de la saison, et Melbourne, il est très court. Et quand en plus vous avez une nouvelle réglementation, une nouvelle voiture, avec une révolution technologique, comme celle qu'on est en train de vivre en 2026, là, il y a eu 0 temps mort entre Abu Dhabi et Melbourne cette année. Donc, même pour les pilotes, honnêtement, ça a été
assez difficile. Ils ont fait beaucoup de simulateurs, il y a eu beaucoup de présence à l'usine. Ouais. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer physiquement, pour se reposer, pour se ressourcer. Euh, les mécaniciens, les ingés, on n'en parle même pas. Tout le personnel de l'usine à fond. On travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, le mois d'avril a permis simplement de se donner un peu plus de temps pour analyser cette nouvelle réglementation, Ok. pour prendre un tout petit peu de temps pour préparer finalement la suite de la saison. Ouais. Honnêtement, je pense même que pour certaines équipes, ça a été vital finalement Ouais. d'avoir cette pause. Et voilà, et maintenant on a rattaqué à Miami, on va dire, la saison après une pause forcée, mais Mm. qui a qui a quand même fait du bien pour tout le monde. Je pense que c'est pas un secret que la réglementation, pour certains spectateurs, elle est pas bonne. Pour certaines équipes, ça déplaît aussi. Les audiences aussi en pâtissent un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, quand on a changé de réglementation en 2014, est-ce que ça a été la même chose? Et surtout, il y avait un truc, en fait, je me suis rendu compte. Alors, la temporalité, elle n'est pas bonne du tout, puisqu'il y a une nouvelle réglementation, un arrêt, et il y a la Coupe du Monde qui démarre. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut peut-être, sur cette année, faire un peu de mal à la Formule 1? Alors sur les audiences, je pense pas que vous ayez forcément les bonnes informations parce que par exemple Canal+, en France a fait son record historique à Miami Au récemment. Japon, j'ai vu qu'il y avait une sacrée baisse. C'est peut-être une histoire de timing, Oui. etc. Mais je veux dire, la F1, elle est quand même dans une dynamique globale où il n'y a jamais eu autant d'intérêt qu'en ce moment. Donc ensuite, encore une fois, c'est une révolution, ce changement de réglementation. Et on a fait 4 Grands Prix. Le spectacle est quand même au rendez-vous. Oui. Certes, tout n'est pas parfait. Maintenant, je pense que les choses sont en train de s'adapter, de se mettre en place. On a vu quand même à Miami qu'il y avait déjà Un petit un resserrement. resserrement des troupes. Ça offre quand même des grands prix avec un spectacle Bien sûr. en piste qui est là, qui est au rendez-vous. Alors oui, évidemment, les pilotes se plaignent un petit peu de ne pas pouvoir pousser à fond le qualif, etc., etc. Mais je pense qu'il faut un peu laisser du temps à cette nouvelle réglementation de se peaufiner et de s'améliorer. Et je pense on va être dans quelques semaines, on aura sûrement un discours différent, mais elle offre quand même des belles bagarres. Alors certains disent c'est des dépassements artificiels. Bon, ça reste des dépassements, ça reste de la baston. Je pense que c'est pas facile pour les pilotes parce que en fait ils font un compromis permanent. Ouais. C'est-à-dire que si vous poussez là, ben, du coup vous allez le payer parce qu'il va falloir recharger là, etc., etc. Donc voilà, ça fait partie des règles. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut faire avec, il faut vivre avec. Je pense qu'il faut aussi on a tous quand même participé au cahier des charges de cette nouvelle règle. Donc voilà, il faut tous ensemble trouver les solutions et les clés pour rendre ça encore plus excitant, encore plus passionnant, mais certainement pas, je pense, de mon point de vue personnel, tirant sur l'ambulance après seulement 4 Grands Prix. Et du coup, est-ce que la différence, elle est aussi flagrante qu'en 2014? Je pense que 2014, c'était une révolution aussi importante, effectivement. J'essaie de me rappeler, mais les écarts de performance devaient être aussi, je pense, importants. Bon, voilà, chaque gros changement de réglementation, de toute façon, bouleverse un petit peu les choses. Et au final bah, on s'adapte et on rend les choses Divertissante. de mieux en mieux après chaque Grand Prix qui passe. Mais là, on parlait aussi du coup de tout l'aspect journalistique, etc. Et c'est quelque chose qui est imprégné maintenant avec Netflix qui a mis un petit peu son grain de sel. Est-ce que le changement de génération, de pilotes aussi, de médias, l'accès à la communication, c'est quelque chose qui se ressent maintenant de plus en plus dès le karting? Oui, alors évidemment, l'effet Netflix,
combiné, je pense, à la pandémie, parce qu'à ce moment-là, on est aussi, au moment où on a la première saison Netflix, c'est la pandémie, et on est le seul sport à dérouler sa saison bon an, mal an. Donc l'intérêt, en fait, est revenu sur la F1 de manière assez subite. Le succès de la série a été certes un élément important. Le fait qu'on ait une génération de pilotes qui est beaucoup plus accessible pour les fans l'est également. Ils ont tous des millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. Ils interagissent finalement beaucoup plus avec les fans que peut-être les générations précédentes. Ça fait partie de leur génération. Ils ont grandi avec ça. Donc, et donc tout ça contribue en fait à la surmédiatisation bénéfique que reçoit la F1 actuellement. Et par ricochet, évidemment, on parlait des femmes tout à l'heure, elles en bénéficient pour la F1 Academy. Les jeunes en F2, F3 en bénéficient également. Et évidemment, même en karting, on commence à avoir un peu plus d'intérêt. Moi, j'ai par exemple des producteurs qui veulent faire un documentaire sur les jeunes qu'on a en karting aujourd'hui, en espérant être ceux qui vont pouvoir raconter ce qu'ils ont peut-être loupé avec Antonelli il y a quelques années. Donc du coup, tout ça est évidemment bénéfique, ça attire des marques, ça attire des partenaires, ça attire que des bonnes choses finalement pour la Formule 1 et qui nous permettent de pouvoir apporter des solutions pour financer nos programmes, pour financer des carrières, etc. etc. Et est-ce que tu es face à des pilotes de 12-14 ans qui sont déjà extrêmement professionnels dans leur utilisation de leur image et tout ça? Ouais, alors justement, un peu trop, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui compte, c'est d'abord ce qu'on fait en piste. Évidemment. Et pas sur les réseaux sociaux. Donc des fois, on doit rappeler un peu à l'ordre que c'est pas en étant champion de Instagram ou Twitter qu'on sera champion du monde de Formule 1, mais en étant champion sur la piste. Et donc ça fait partie aujourd'hui, évidemment, avoir une bonne image, communiquer correctement, c'est bien, à partir du moment où on gagne sur la piste. Avoir une bonne com quand on est 25e, honnêtement, on s'en fiche un peu. Donc des fois, il faut un peu rappeler à l'ordre et mesurer ça pour que ça reste efficace. Et est-ce que Gwen Lagrue est quelqu'un qui utilise aussi les réseaux sociaux à bon escient, que ce soit pour toi personnellement, mais aussi pour regarder un peu ce qui se fait Alors, je suis plutôt, on va dire, suiveur que animateur. Je suis pas quelqu'un qui... Bon, déjà, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup, ou qui soit en recherche d'exposition ou de quelconque lumière. J'aime bien, et ça fait partie du job, parler de mes pilotes et parler de la structure que j'ai la chance de représenter quand on me le demande. Mais je suis pas en charge de ça. Et donc, les réseaux sociaux, ça me permet, alors pour certains, de me tenir au courant de l'actualité. Il y en a qui sont bien faits. C'est un fil d'actualité. Donc quand il est bien fait, c'est intéressant. Ça permet de manière assez synthétique d'avoir pas mal d'infos. Ça me permet surtout de suivre mes pilotes et de suivre ce qu'ils font. Parce que comme ils publient tout, je sais où ils sont, quand ils y sont, à quel moment, avec qui, voilà. Donc parfois, ça leur retombe un peu dessus. Mais je suis plutôt suiveur que vraiment animateur de ces réseaux sociaux. C'est mes enfants qui me tiennent un peu à la page aussi. Et jamais tu as voulu mettre en avant du coup ta carrière en karting et en rallye sur les réseaux sociaux? Il n'y avait absolument rien à mettre en avant sur ma carrière en karting. Et puis à l'époque où moi je faisais du karting, les Internet n'existaient pas. Donc je suis pas si vieux que ça. Le rallye maintenant. Le rallye, c'est aussi ma passion et je suis un pilote amateur passionné, mais je ne peux pas mettre en avant tellement mes résultats. Simplement, il se trouve que dans ce projet, j'ai des partenaires qui me soutiennent un petit peu. Et donc, je dois le faire plus parce qu'ils ont besoin d'être un peu mis en avant, etc., que réellement parce que j'ai envie de parler de ce que je fais. Si je pouvais, j'en parlerais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à en parler. Mais c'est ma passion, j'adore ça. Ça fait combien de temps que tu la pratiques?
Alors, moi, j'ai commencé le kart, j'avais 9 ans, quelque chose Ok. comme ça. Et puis, j'en ai fait quelques années, pas un très très bon niveau. Après, je me suis beaucoup plus senti à l'aise en rallye. C'est une catégorie que j'aime bien et une discipline que j'aime bien, qui, au lieu de se battre finalement contre les autres, on se bat contre un chrono et on défie des conditions différentes, changeantes, sur des terrains différents. Je trouvais ça excitant, sympa. Et puis, c'est un défi aussi personnel. Monter dans une voiture de rallye, aller affronter une spéciale, quel que soit son niveau. Moi, j'ai des souvenirs incroyables. J'ai pu réaliser des rêves d'enfant, hein, aussi. J'ai eu la chance de faire pas mal de manches du championnat de France et du championnat suisse des rallyes. Il y a des spéciales mythiques. J'ai fait en 2024 le rallye d'Antibes, où on fait le col du Turini, qui est Mhm. une spéciale mythique du Monte-Carlo. Ben voilà, j'ai fait ça avec une Porsche à l'époque, et, euh, et je pensais pas être capable de le faire. Donc, peu importe le temps à l'arrivée et le classement, je l'ai fait. Ouais. Et évidemment, je suis compétiteur, donc j'aime bien essayer de me mesurer par rapport aux autres, mais il faut avoir des objectifs réalistes et adaptés à mon niveau réel et, euh, et aussi à mon âge, parce que je commence à basculer d'un côté où il faut quand même faire un peu Mm. attention, on voit un peu moins bien, on a un peu mal au dos, donc voilà, on continue toujours à faire des trucs sympas, mais voilà, il faut être humble et réaliste. Et comment on gère cette vie-là de pilote, de Gwen Lagrue, Mercedes, directeur de programme junior, mais aussi de papa de famille et époux et tout ça. Comment on gère, comment on trouve un équilibre dans tout ça? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir 4 enfants merveilleux et une épouse qui me connaît très bien et qui a euh, euh, vécu pas mal de ces moments-là et qui savait parfaitement dans quoi elle s'embarquait quand elle a accepté Quand elle a de... signé le contrat. Voilà. Euh, et puis, ben, les enfants, c'est certain qu'ils ont un peu subi à des moments les absences ou l'intensité de ce travail-là, mais ils ont grandi avec. Et puis, la contrepartie, c'est qu'on a aussi pu, grâce à ça, créer des moments Mm. uniques et privilégiés, hein. Donc, ça reste malgré tout une chance pour Mm. tous. Et puis, je mettrai aussi la vie professionnelle d'abord parce que le rallye et ma passion de pilote amateur, ça reste un loisir. Mhm. Donc, c'est surtout ma vie professionnelle qui prend le dessus. Et quand j'ai la chance de pouvoir aligner les calendriers correctement, et ben, j'ai la chance de pouvoir faire 7, 8, 10 rallyes quand vraiment les calendriers sont au Beaucoup, hein. top. C'est, ouais, alors pour la famille, pour le coup, ça, c'est pas rigolo parce que le peu de week-end qui Mm. reste, je fais de la compétition, mais c'est important pour moi parce que on n'a qu'une vie. Mhm. La vie passe vite et il faut aussi en profiter. Et moi, un moyen d'en profiter, bah, c'est de me challenger, c'est de faire ça. Et ça contribue à mon équilibre. Et sans ça, je serais un peu malheureux. Donc, Mm. du coup, tout le monde le sait, tout le monde m'encourage à la maison. Et voilà, et ça durera pas beaucoup plus. Éternellement. Donc, il Mhm. faut savoir profiter de ces moments-là. Et tant que je peux le faire dans de bonnes conditions euh, et que je me sens encore capable de pouvoir, à mon niveau, affronter ces défis-là, ben, je le ferai. Et est-ce que tes enfants viennent parfois de temps en temps avec toi sur les Grands Prix ou ils sont jamais venus? Alors, rarement, c'est mon lieu de travail, donc Mhm. je mélange pas trop mon lieu de travail avec D'accord. le côté perso. Euh, je crois que ma femme est venue une fois D'accord. à Barcelone et encore, elle n'a pas fait tous les jours dans le Mm. paddock. J'ai amené mon fils Maxence sur le Grand Prix de France 2000. Le dernier, c'était 22. 22. Ouais, Ouais. 22. Voilà. Quelques amis de temps en temps, mais ça Mm. reste D'accord. très, très, très rare et très exceptionnel.
Voilà, on n'emmène pas sa famille au bureau, donc moi c'est mon bureau, c'est mon bureau, donc voilà. Et de temps en temps, ils viennent me voir sur les rallyes. Oui. Voilà, c'est Là, plus c'est plus adapté. Voilà. opportun. Mais ma fille est venue, je crois, ma fille aînée, Margot, je ne l'ai jamais fait venir sur un Grand Prix. Et dans le cadre de son Travail, travail, elle est venue sur un Grand Prix, mais pour son boulot. Et donc, on a eu la chance de pouvoir se voir à ce moment-là. Super. Mais c'est pas moi qui l'avais invitée. Elle m'en veut beaucoup. Et mon fils Baptiste rêve de venir, mais j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir l'emmener. Est-ce que c'est possible dans les paddocks, d'avoir des vraies relations amicales? Alors, oui, c'est amical. On est on est compétiteur, on développe des relations personnelles dans les équipes où on est, mais ça reste des relations professionnelles. Euh, on va pouvoir créer des affinités, je pense, avec des personnes. Euh, Amis, je sais pas, c'est simplement qu'on passe tellement de temps ensemble que on, on crée des relations. Je sais pas si on peut parler d'amitié. Euh, Ça reste des relations professionnelles dans un environnement professionnel. Euh, et voilà, et comme je pense dans la vie des entreprises, ben, vous êtes plus proche de tel ou tel collègue Oui. que d'autres. Mais est-ce que c'est des gens qu'on invite le week-end à la maison ou qui seront là quand ça sera terminé? Je suis pas certain. Donc, pour moi, l'amitié au sens pur et profond de la chose, euh, je positionne ça à un niveau beaucoup plus important. Et mes amis proches sont aucunement liés à mon environnement professionnel. D'accord. Et est-ce que ça fait partie comme on en parlait au tout début, comment on dit, mais le fait d'être introverti, Ah. est-ce que ça rentre aussi dans ce panel-là de ce qui est à moi est en dehors du professionnel et je suis comme ça dans le pro et dans le perso? Non, je pense que ça, c'est une certaine réserve, finalement, et c'est ma façon à moi. Je dis pas que d'autres font pas différemment, hein, bien sûr, mais j'étais petit, j'étais quelqu'un d'introverti, et je pense que ça a développé chez moi des qualités d'observation différentes, peut-être des autres, et ce qui fait que peut-être, finalement, ça a développé un regard en tout cas qui me permet d'identifier ces jeunes talents ou ce côté peut-être plus attentif aux autres, peut-être. Et puis ça m'a demandé de devoir creuser chez moi et d'aller puiser des forces pour combattre un peu ce côté introverti. Et plus qu'introverti, je pense que c'était un manque de confiance en moi. Et donc, j'ai pu accomplir avec mes pilotes et avec les autres, finalement, ce que moi, j'étais pas capable de réaliser parce que j'avais pas le talent, j'avais pas la confiance ou les compétences. Mais du coup, d'avoir su mettre ensemble des organisations pour pouvoir performer, gagner des championnats, etc. Ben voilà, j'ai peut-être que finalement d'un défaut ou d'un petit handicap, si on peut l'appeler comme ça, ou d'un trait de caractère en tout cas enfant, ben, j'en ai développé peut-être une force. Et c'est des conseils que tu donnes aussi maintenant à des pilotes qui peuvent Ouais, bien se sûr. retrouver un peu. Bien sûr, Non, évidemment. Et puis même d'abord à mes enfants, Oui. parce que, voilà, et puis à mes pilotes. Après, je suis pas psychologue Bien sûr. ou préparateur mental, donc il faut mesurer quand même La tout place de ça, mais chacun. j'essaie de mettre du bon sens et j'essaie de mettre de l'humain dans ces relations. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où on a ben, tous les réseaux, où on a l'intelligence artificielle, on a tout ça, je pense que mettre un peu d'humain dans les relations, c'est important. On va finir l'interview sur des petites questions rapides. Alors, ça s'appelle du coup virage rapide et c'est vraiment des réponses du tac au tac. Ok. Quel est ton Grand Prix préféré? Ah. Euh,
Spa. Ok. Hormis la course, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aimes regarder ou pratiquer? Je m'intéresse à alors pratiquer le rallye évidemment, mais enfin si on met de côté le sport automobile, dans les sports que je pratique, j'en pratique, mais pas. Mais je m'intéresse à tous les sports de haut niveau, et je D'accord. suis toujours curieux, en fait, de savoir comment les mecs sont devenus successful dans D'accord. tel sport. Ok. Comment un Federer est devenu Federer ou un Nadal est devenu Nadal. Comment tel entraîneur a su changer la culture de l'équipe et faire de cette équipe. J'adore les documentaires Ok. sur les succès en fait sportifs ou les échecs d'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup plus dans Beaucoup l'échec d'échecs. que. Et souvent d'ailleurs les succès sont basés sur des échecs. Donc Est-ce qu'on est content de revenir en Turquie l'année prochaine? oui, très. Est-ce qu'on Super espère circuit. C'est vrai que c'est un super circuit qui a de très très bons souvenirs, puisque bon, c'est le 7e titre d'Hamilton et la course était fantastique. J'avais adoré. Est-ce qu'on espère un retour en F1 en France? Carrément. On espère, bien sûr. À combien de pourcents est-ce qu'un jour ça pourrait se... Malheureusement, je ne peux pas le quantifier et la décision n'est pas entre nos mains, mais en tant que fan français et professionnel français de la Formule 1, on peut que espérer revoir un Grand Prix en France. Et puis quand on voit le succès du Grand Prix historique le week-end dernier, enfin voilà, il y a une passion. En fait, c'est un espèce de paradoxe parce qu'on a une passion forte de l'automobile et du sport automobile en France, mais en même temps, on veut pas trop assumer parce que ça pollue et machin et tout. Oui. Enfin, il y a un double discours qui, moi, me dérange un petit peu, qui est pas cohérent. Et on est un peu dans ce conflit-là permanent entre c'est bien, mais c'est pas bien. Bon, voilà. Quand on fait le Tour de France ou les JO, on s'inquiète pas de savoir quel impact ça a réellement sur la planète. On se pose pas la question de savoir que les JO, ça a coûté tant de milliards pour l'organiser, alors que ça rapporte, voilà, je veux dire, un événement sportif d'envergure. Mondial. Comme un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui, ça fait bosser des régions, des restaurants, des Ça hôtels, booste l'économie. etc. Ça suscite des passions, ça suscite des vocations. Si moi, enfant, mon père, il m'amène pas à Dijon en 79, ben, peut-être que j'aurais pas cette carrière-là et peut-être que j'aurais pas aidé ces garçons à devenir champions. Donc, ça inspire des jeunes qui vont devenir mécaniciens, patrons d'équipe, ingénieurs ou autres. Et donc, quel que soit le sport et quel que soit l'événement sportif, eh ben, c'est là pour créer du rêve, pour créer des émotions, pour créer véhiculer de la passion et susciter des vocations. Mais justement, quel est ton plus beau souvenir? De sport automobile? Sachant que tu n'étais à aucune première victoire Non. et t'es pilote. Non, j'ai loupé la première victoire d'Esteban en Hongrie, la première de Georges au Brésil et la première de Kimi en Chine. Donc, je suis champion du monde des rendez-vous manqués de la première victoire. Meilleur souvenir, ben, en cours, donc j'en ai pas encore. J'espère qu'il est à venir. Ok, très bonne réponse. Très très bonne réponse. Quel serait pour toi le nom du futur? Le nom du futur? Le nom. Pilote. Ah, le pilote du futur? Ouais. Forcément un des miens. Donc, j'ai pas un nom précis. J'ai les actuels qui sont en train d'écrire un bout de l'histoire de la Formule 1, ce qui est déjà en soi exceptionnel, que ce soit Esteban, Georges ou Kimi. Et j'espère que Luna, Kenzo, Andy ou les autres écriront la suite. Est-ce que tu es obligé d'être sur tous les Grands Prix? Non, j'en fais en moyenne 15 à 17 par an, on va dire une quinzaine. J'aime bien encore garder un peu de temps pour aller sur le kart, la F4, l'Africa. J'en fais moins qu'avant, malheureusement. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur mes équipes avec Stéphane pour ça, mais il faudrait que j'arrive à en faire un peu plus.
Mais le fait est que jusqu'à présent, il a fallu être présent pour gérer ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, j'en fais une quinzaine, essentiellement l'Europe, je fais aujourd'hui. Je fais un peu moins les grands déplacements. Bon, j'en fais encore, hein. J'étais à Miami, je pars à Montréal demain, je ferai Singapour, etc. Donc, mais non, j'ai plus, aujourd'hui en tout cas, je fais plus. Si demain, un de mes pilotes a besoin, ou si l'actualité fait que je dois être présent, je ferai le nombre de grands prix qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, non, j'en fais une quinzaine en moyenne. Ok. Quel est ton film préféré? C'est fou, c'est sur celle-là que tout le monde colle. Parce qu'un film, c'est hyper restricteur. Potentiellement. Film préféré. Je pense que j'ai pas un film préféré. J'ai des films qui m'ont parlé à un moment précis de ma vie et qui ont suscité une émotion à un moment de ma vie, dans un contexte qui était celui à ce moment-là, mais je regarde pas forcément avec le même regard aujourd'hui un film que j'ai adoré quand j'avais 20 ans. Ouais. Donc j'ai pas, je pense, un film préféré. J'ai des types de films que j'aime bien. J'aime bien les films d'intrigue policière, etc. J'aime bien les séries, parce que les séries, je trouve. Alors, série préférée peut-être? Séries préférées, je sais pas si elles sont préférées, mais j'ai bien aimé. J'ai adoré Kaamelott. J'adore Alexandre Astier, par exemple, qui est un homme que je trouve incroyable. Pas que pour cette série d'ailleurs. J'aime bien les films d'action. Esteban est assez proche d'Alban Lenoir. Là, il fait des films d'action assez sympas. J'aime bien les intrigues policières. J'aime bien les films inspirés d'une histoire réelle. De temps en temps, j'aime bien les comédies. Voilà, il y a un certain nombre voilà, il y a des séries. En ce moment, je regarde des séries Canal là, qui sont pas mal. J'ai bien aimé Baron Noir. J'aime bien les séries policières, là, 1900. Enfin bref, voilà. Quelle est ta musique ou ton artiste préféré? Et ce sera ma dernière question. Pareil, je suis assez éclectique en termes de musique. Je suis capable d'écouter de la musique classique comme du métal ou du rap en fonction des humeurs, en fonction du moment. J'aime bien en général quand même la chanson française à texte, etc. J'ai été voir Souchon et ses fils en concert récemment. J'ai trouvé ça super. J'aime bien Mathieu Chédid. Voilà, je trouve qu'on a des artistes incroyables en France et ailleurs, hein. Donc je suis assez tout terrain, on va dire, en termes de musique. Mais la musique fait quand même partie de ma vie, quel que soit le type de musique. Ça vient, pareil, rythmer des périodes, des moments, des émotions, des humeurs. Voilà, et donc les films comme la musique, le spectacle, etc. Voilà, je pense que c'est une réponse à un moment donné. Eh ben, merci beaucoup pour cette discussion. J'ai adoré, c'était trop chouette. Cool. Et j'ai encore tellement de questions, mais ça reste aussi... J'ai encore tellement de choses à poser comme questions. Mais... On aura l'occasion peut-être de faire un autre épisode. Avec grand plaisir. Également. Merci beaucoup, c'était super. Avec plaisir. J'ai trop kiffé. C'est une fin d'interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si vraiment c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner. Voilà, je suis extrêmement fière de cette interview. Elle est extrêmement humaine, elle est extrêmement douce, elle est extrêmement chouette à apprendre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief de Monaco. Et puis après, les enfants, on part aux 24 heures du Mans. Et il va y avoir encore de sacrées choses à voir. Donc voilà, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est ciao les copains.